Shirley de Charlotte Brontë. Partie 2, chapitre 7. L'écolier et la nymphe. Briarmans étant plus près que Hollow, Monsieur York avait transporté là son jeune camarade. Il l'avait fait placer dans le meilleur lit de la maison, avec autant de sollicitude que s'il eût été un de ses propres fils. La vue de son sang s'échappant de la blessure en avait fait l'enfant de son cœur. Le spectacle de ce soudain événement, de ce corps grand et froid abattu dans sa fierté en travers de la route, de cette belle tête méridionale gisant dans la poussière, de cette jeunesse en fleurs, devenue tout à coup devant lui pâle, sans vie, désespérée. Toute cette combinaison de circonstances avait excité en Monsieur York le plus vif intérêt pour la victime. Nulle autre main n'était là pour soulever, pour aider, nulle autre voix pour adresser de bienveillantes questions. Nul autre cerveau pour concerter des mesures. Il fallait que Monsieur York fît tout lui-même. Cette absolue dépendance de ce jeune homme baigné dans son sang, car il le regardait comme un jeune homme, qui ne pouvait compter que sur sa bienveillance, lui avait fait accorder cette bienveillance sans réserve. Monsieur York aimait fort avoir le pouvoir et en user. Il avait alors entre ses mains un pouvoir complet sur la vie d'un de ses semblables. Cela lui convenait. Cela ne convenait pas moins à la meilleure moitié de lui-même, la triste mistress York. La chose était tout à fait dans ses goûts. Quelques femmes avaient été frappées de terreur en voyant apporter dans leur demeure un homme ensanglanté au milieu de la nuit. Cela, eussiez-vous supposé, était matière à attaque de nerfs. Eh bien non. Mistress York avait une attaque de nerfs quand Jessie ne voulait pas quitter le jardin pour se remettre à son travail d'aiguille, ou quand Martin proposait de partir pour l'Australie, dans le but de jouir de la liberté ou d'échapper à la tyrannie de Mathieu. Mais une tentative de meurtre presque à sa porte, un homme à moitié assassiné, couché dans un de ses meilleurs lits, cela la faisait se redresser, animait ses esprits et donnait à son bonnet les allures d'un turban. Mistress York était juste la femme qui, tout en rendant misérable la vie pénible d'une servante, eût soigné comme une héroïne un hôpital rempli de pestiférés. Elle aimait presque Moore. Son cœur dur se remplit de tristesse pour lui, quand elle le vit confié à ses soins, remis entre ses mains, dépendant d'elle autant que ses petits-enfants au berceau. Si elle avait vu un domestique, ou l'une de ses filles, lui donner à boire ou à ranger son oreiller, elle eût frappé l'intrus sur l'oreille. Elle chassa Jessie et Rose de l'étage supérieur de la maison. Elle défendit aux servantes d'y mettre les pieds. Si l'accident était arrivé aux portes de la rectorerie, et que le vieux Elstone eût pris soin de recueillir le martyr, ni York ni sa femme n'eussent eu pitié de lui. Ils eussent déclaré qu'il n'avait que ce que méritait sa tyrannie et sa dureté, tandis que, chez eux, il devenait pour le moment leur enfant gâté. Chose étrange. Louis Moore reçut la permission d'entrer, de s'asseoir sur le bord du lit, de s'appuyer sur l'oreiller, de prendre la main de son frère et de presser son front pâle entre ses lèvres fraternelles. Et Mistress York supporta cela. Elle souffrit qu'il restât là la moitié du jour. Elle souffrit une fois qu'il demeura assis, toute la nuit dans la chambre. Elle se leva elle-même à 5 heures d'un froid matin de novembre et de ses propres mains alluma le feu de la cuisine, fit le déjeuner des deux frères et le leur servit. Majestueusement drapée dans une vaste couverture de flanelle, avec un châle et un bonnet de nuit, elle demeura là, assise, les regardant manger avec autant de satisfaction qu'une poule voit ses poussins prendre leur nourriture. Cependant, elle donna une admonition, ce jour-là, à la cuisinière, pour s'être permis de faire et de monter à M. Moore un bol de sagou, et la servante perdit sa faveur, parce que, quand M. Louis partit, elle lui apporta de la cuisine son surtout, et comme une complaisante créature qu'elle était, l'aida à le revêtir et accepta en retour un sourire, un « merci ma fille » et un shilling. Deux ladies vinrent un jour, pâles et inquiètes, et demandèrent ardemment, humblement, qu'il leur fût permis de voir un instant M. Moore. Mistress York endurcit son cœur et refusa de les recevoir. Mais comment fut accueillie Hortense Moore lorsqu'elle vint? Pas si mal qu'on eût pu s'y attendre. Toute la famille Moore semblait réellement convenir à Mistress York, comme aucune famille ne lui avait jamais convenu.
Hortense et elle possédaient un inépuisable thème de conversation dans les penchants corrompus des domestiques. Leur manière d'envisager cette classe était semblable. Elle les surveillait avec les mêmes soupçons et les jugeait avec la même sévérité. Hortense, d'ailleurs, tout d'abord, ne montra aucune espèce de jalousie des attentions de mistress York pour Robert. Elle lui laissa occuper le poste de garde-malade très librement, et pour elle, elle trouva une incessante occupation en se démenant à travers la maison, tenant la cuisine sous sa surveillance, rapportant ce qui s'y passait, enfin se rendant généralement utile. Toutes deux s'entendaient à merveille pour écarter les visiteurs de la chambre du malade. Elle tenait le jeune fabricant captif et permettait à peine à l'air de souffler, au soleil de briller sur lui. McTurk, le chirurgien auquel Moore avait été confié, déclara sa blessure dangereuse, mais non, croyait-il, d'un caractère désespéré. D'abord, il voulait placer près de lui une garde de son propre choix. Mais ni mistress York, ni Hortense n'en voulurent entendre parler. Elles promirent d'obéir fidèlement aux prescriptions. Le malade fut donc laissé provisoirement entre leurs mains. Sans doute, elles s'acquittèrent de la tâche le mieux qu'elles purent, mais il arriva un accident. Les bandages se déplacèrent ou furent dérangés. Il s'ensuivit une grande perte de sang. McTurk, appelé, arriva furieux. C'était un de ces chirurgiens qu'il est dangereux de vexer. Abrupt dans sa meilleure humeur, dans sa mauvaise, il était sauvage. En voyant l'état de Moore, il se soulagea par un flux d'expressions choisies dont il n'est pas nécessaire d'émailler cette page. Les plus fleuris tombèrent sur la tête imperturbable d'un M. Graves, un jeune aide insensible comme le marbre, qu'il emmenait ordinairement avec lui. Il gratifia d'un second bouquet un jeune gentleman de sa suite, un intéressant fac-similé de lui-même qui n'était autre que son propre fils. Mais la corbeille entière fut le lot des femmes et du sexe féminin en masse. Pendant la plus grande partie d'une nuit d'hiver, McTurk et ses satellites furent occupés autour de Moore. Enfermés seuls avec lui dans la chambre, ils travaillèrent et torturèrent sans pitié son pauvre corps épuisé. Tous trois se tenaient d'un côté du lit, et la mort de l'autre. Le combat fut rude. Il dura jusqu'au matin, et les chances des parties belligérantes parurent alors si égales que toutes deux eussent pu s'attribuer la victoire. Moore fut confié à la garde du jeune McTurk, pendant que le chirurgien en chef allait à la recherche d'un renfort qu'il ramena en la personne de mistress Horsfall, la meilleure garde-malade de son état-major. C'est à cette femme qu'il abandonna Moore, avec les plus sévères injonctions, touchant la responsabilité qui pesait sur ses épaules. Elle accepta, d'un air abruti, et s'assit dans le fauteuil placé au chevet du lit. Dès ce moment, elle commença à régner. Mistress Horsfall avait une qualité. Elle obéissait à la lettre aux ordres de McTurk. Les 10 commandements étaient moins sacrés à ses yeux que le dictum du chirurgien. Ce n'était point une femme, c'était un dragon. Hortense s'effaça devant elle. Mistress York se retira, froissée. Cependant, ces deux femmes étaient des personnages de quelque dignité dans leur propre estime, et de quelque poids dans l'estime des autres. Elles se retirèrent dans le parloir du fond, parfaitement effrayées par la largeur, la hauteur, les gros os et les muscles charnus de mistress Horsfall. Celle-ci demeurait en haut, quand cela lui plaisait, descendait au rez-de-chaussée si elle jugeait convenable. Elle prenait sa goutte 3 fois par jour et fumait sa pipe 4 fois. Quant à Moore, personne n'osa plus s'enquérir de son état. Mistress Horsfall l'avait en garde, elle devait veiller à tous ses besoins, et la conjecture générale était qu'elle s'acquittait de sa tâche. Le matin et le soir, McTurk venait lui rendre visite. Sa position, ainsi compliquée par un nouvel accident, intéressait le chirurgien. Il le considérait comme une pièce d'horlogerie fort endommagée, dont la réparation ne pouvait que faire honneur à son habileté. Graves et le jeune McTurk, les seuls autres visiteurs de Moore, le regardaient comme ils avaient coutume de regarder les occupants de la salle de dissection à l'infirmerie de Stilbrough. Robert Moore passait vraiment des heures agréables. Accablé de souffrances aiguës, en danger de mort, presque trop faible pour parler, ayant pour garde une espèce de géante et pour société 3 chirurgiens. C'est ainsi qu'il traversa les jours brefs et les longues nuits de tout le triste mois de novembre.
Dans le commencement de sa captivité, Moore avait l'habitude de résister un peu à Mistress Horsfall. Il haïssait la vue de sa gigantesque corpulence et redoutait le contact de ses rudes mains. Mais elle lui enseigna la docilité en un instant. Elle ne tenait aucun compte de ses 6 pieds, de ses habitudes masculines et de ses muscles. Elle le retournait dans son lit comme une autre femme eût retourné un enfant dans son berceau. Quand il était sage, elle lui disait quelquefois « Mon chéri, mon cœur ». Quand il était méchant, elle le secouait. Essayait-il de parler lorsque McTurk était présent, elle levait la main et lui disait « Chut !» comme une nourrice réprimande un enfant mutin. Si elle n'avait pas fumé, si elle n'avait pas bu de gin, c'eût été mieux, pensait-il, mais elle faisait les 2 choses. Une fois, en son absence, il dit à McTurk que cette femme était une buveuse de gin. « Peuh, monsieur ! Elles sont toutes ainsi », fut la réponse qu'il obtint. « Mais Horsfall a cette qualité, » ajouta le chirurgien. « Ivre ou non, elle se souvient qu'elle doit m'obéir. » Enfin, l'automne se passa. Ces brouillards et ces pluies débarrassèrent l'Angleterre de leur deuil et de leurs pleurs. Ces vents disparurent, chassés sur des terres lointaines. Derrière novembre vint l'hiver profond, avec son ciel pur, son calme et ses gelées. Un jour tranquille avait fait place à une soirée transparente comme le cristal. Toutes les lumières et les teintes de l'horizon semblaient des reflets de perles blanches, violettes ou gris pâles. Les montagnes étaient d'un bleu lilas. Les lueurs du soleil couchant étaient pourpres. Le firmament était de glace, son fond d'un azur argenté. Quand les étoiles se levèrent, elles parurent formées de cristal blanc et non d'or. Des teintes grises, céruléennes ou d'émeraudes pâles, froides, pures, transparentes, coloraient la masse du paysage. Quel est cet objet bleu, mouvant, isolé, au milieu du bois dépouillé de feuillage? C'est un écolier de Briarfield, qui a laissé ses compagnons gagner la maison par la grande route et qui cherche un certain arbre, avec un certain tertre mousseux à la racine, convenable pour un siège. Pourquoi flâne-t-il en cet endroit? L'air est froid et il se fait tard. Il s'assied. À quoi pense-t-il? Éprouve-t-il le chaste et pur charme de cette belle soirée? Une lune d'un blanc de perles sourit à travers les arbres gris. Fait-il attention à ce sourire? Impossible de le dire, car il est silencieux, et sa contenance ne parle point. Son visage n'est point un miroir qui réfléchit les sensations, mais plutôt un masque qui les cache. C'est un jeune garçon de 15 ans, droit et grand pour son âge. Son air annonce aussi peu d'aménité que de servilité. Son œil semble prêt à remarquer toute tentative de contrôle et de domination. Et ses traits indiquent des facultés alertes pour la résistance. Les sous-maîtres sages évitent, autant qu'ils le peuvent, de se mêler des affaires de ce garçon-là. Le réduire par la sévérité serait une tentative inutile. Le gagner par la flatterie serait pire encore. Il vaut mieux le laisser à lui-même. Le temps fera son éducation. L'expérience se chargera de le former. Martin York, car c'est un jeune York, fait profession de fouler aux pieds la poésie. Parlez-lui sentiment, il vous répondra par un sarcasme. Il est là, errant seul, regardant respectueusement la nature, pendant qu'elle déroule sous ses yeux attentifs une page de sévère, silencieuse et solennelle poésie. Aussitôt assis, il tire un livre de son sac, non une grammaire latine, mais un volume de contrebande, des contes de fées. Il y a encore bien 1 heure de jour pour sa jeune vue. D'ailleurs, la lune est là. Sa lumière, encore faible et vague, remplit la clairière où il est assis. Il lit. Il se trouve transporté dans une région solitaire et montagneuse. Tout, autour de lui, est rude et désolé, sans forme et presque sans couleur. Il entend des clochettes teintées dans l'air. Sortant de la masse informe du brouillard, lui apparaît la plus brillante vision, une lady vêtue de vert, montée sur un palefroid blanc comme la neige. Il distingue son vêtement, ses perles, sa monture. Elle lui adresse une mystérieuse question. Il est enchanté et doit la suivre dans une terre féerique. Une seconde légende le transporte au bord de la mer. Là, les flots viennent se briser à la base de rocs dont la hauteur donne le vertige. Il pleut et il vente.
Au loin, dans la mer, s'étend une ligne de rochers noirs et escarpés, sur le sommet et autour desquels éclaboussent et flaquent des flots d'écume blanche comme la neige. Sur ces rocs, un promeneur solitaire foule d'un pas prudent les herbes marines, plongeant ses regards dans les abîmes profonds où la mer, couleur d'émeraude, cache sa végétation plus grande, plus sauvage, plus étrange que celle de la terre, avec ses coquillages, les uns verts, les autres pourpres et couleur de perles, entremêlés dans les replis des longues herbes. Martin entend un cri. Levant les yeux et regardant devant lui, il voit sur un point blafard du rocher une forme grande et pâle, semblable à un homme, mais faite d'écume, transparente, frémissante, terrible. Elle n'est pas seule. De nombreuses formes humaines, des femmes, aussi formées d'écume, de blanches néréides, folâtrent sur les rochers. Silence. Il ferme le livre. Il le cache dans son sac. Martin entend un pas. Il écoute. Non. Oui. De nouveau, les feuilles sèches, légèrement froissées, bruissent sur le sentier. Martin regarde, les branches s'écartent, et une femme paraît. C'est une lady, vêtue de soie noire. Un voile couvre son visage. Jamais Martin n'a rencontré de lady dans ce bois, ni aucune femme, si ce n'est, de temps en temps, quelques petites paysannes des environs venant y cueillir des noisettes. Ce soir, l'apparition ne lui déplaît point. Il remarque, à mesure qu'elle approche, qu'elle n'est ni vieille, ni laide, mais au contraire très jeune. Et s'il ne la reconnaissait pas pour être celle qu'il a plusieurs fois déclarée fort laide, il lui semblerait découvrir des traits de beauté sous la gaze légère de ce voile. Elle passe devant lui sans rien dire. Il s'y attendait. Toutes les femmes sont d'orgueilleuses guenons, et il ne connaît pas de poupée plus infatuée d'elle-même que cette Caroline Helstone. Cette pensée est à peine gravée dans son esprit que la lady revient sur ses pas et, relevant son voile, repose son regard sur son visage en lui demandant avec douceur. « Êtes-vous un des fils de Monsieur York ?» Aucune évidence humaine n'eût été capable de persuader à Martin York qu'il avait changé de couleur à la demande de la jeune fille. Et pourtant, il avait rougi jusqu'aux oreilles. « Oui ?» dit-il avec brusquerie, et en s'encourageant à attendre orgueilleusement ce qui allait arriver. « Vous êtes Martin, je crois, » dit la jeune lady. Cette simple phrase, sans après, et prononcée avec une sorte de timidité, résonna comme une douce harmonie dans la nature de ce jeune garçon. Elle l'apaisa, comme eût fait une note de musique. Martin avait un sentiment profond de sa valeur personnelle. Il fut agréablement flatté de voir que cette jeune fille put le distinguer de ses frères. Comme son père, il détestait la cérémonie. Il aimait à entendre une femme l'appeler Martin, et non Monsieur Martin ou Maître Martin. Pire que la cérémonie lui paraissait l'autre extrême, la trop grande familiarité. Le léger ton de timidité, l'hésitation à peine visible de Caroline lui semblèrent parfaitement à leur place. « Je suis Martin, » dit-il. « Comment se portent votre père et votre mère ?» Par bonheur, elle ne dit pas papa et maman. Cela eût tout gâté. « Et Rose et Jessie ?»« Bien, je crois. »« Ma cousine Hortense est-elle toujours à Briarmans ?»« Oh oui !» Martin prononça cela d'un ton comique et avec un demi-sourire. Le demi-sourire lui fut retourné par Caroline, qui devinait trop en quelle odeur devrait être Hortense auprès des jeunes York. « Votre mère l'aime-t-elle » Elles s'entendent si bien à propos des domestiques qu'elles ne peuvent s'empêcher de s'aimer l'une l'autre. « Il fait froid ce soir. »« Pourquoi êtes-vous dehors si tard ?»« J'ai perdu mon chemin dans le bois. » Pour le coup, Martin se permit un rire moqueur. « Vous avez perdu votre chemin dans la vaste forêt de Briarmans. Vous méritez de ne point le retrouver. »« Je ne suis jamais venu ici, et je crois que je suis en contravention. Vous pouvez me faire condamner à l'amende, c'est le bois de votre père. Je sais cela, mais puisque vous avez été si simple que de perdre votre chemin, je vais vous guider. »« C'est inutile. J'ai trouvé le sentier maintenant. Je sortirai bien toute seule. Martin, comment va Monsieur Moore ?»«
Martin avait connaissance de certains bruits. Il crut pouvoir se divertir par une expérience. Il est près de mourir. Rien ne peut le sauver. Tout espoir est perdu. Elle détourna son voile. Elle le regarda dans les yeux et dit « Mourir ? Mourir. Et grâce aux femmes, ma mère et les autres. Elles ont touché à ses bandages et c'est fini. Sans elles, il irait mieux. Elles mériteraient d'être arrêtées, emprisonnées, jugées et envoyées à Botany Bay tout au moins. » Peut-être que la questionneuse n'entendit pas ce jugement. Elle semblait frappée d'immobilité. Au bout de 2 minutes, sans prononcer une parole, elle se mit en marche, sans dire bonsoir, sans faire de questions nouvelles. Ce n'était pas amusant. Ce n'était pas sur cela que Martin avait compté. Il s'attendait à quelque chose de dramatique. Ce n'était pas la peine d'effrayer la jeune fille si elle ne lui donnait pas le plaisir de jouir de sa frayeur. Il la rappela. « Miss Elstone !» Elle n'entendit pas, ou ne voulut pas se retourner. Il courut après elle et la rejoignit. « Allons, ce que je vous ai dit vous a-t-il affligé ? » « Vous ne savez pas ce que c'est que la mort, Martin. Vous êtes trop jeune pour que je cause avec vous sur un tel sujet. »« Est-ce que vous m'avez cru ? C'est une plaisanterie que j'ai voulu faire. Moore mange comme 3 hommes. Elle ne cesse de faire du sagou, du tapioca ou quelque chose de bon pour lui. Je ne puis aller dans la cuisine qu'il n'ait une casserole sur le feu contenant quelques friandises. Cela me donne l'envie de jouer au vieux soldat et d'être nourri sur la graisse du pays, comme lui. »« Martin !» Sa voix trembla, et elle s'arrêta. « C'est extrêmement mal à vous. Vous m'avez presque tué. » Elle s'arrêta de nouveau. Elle s'appuya contre un arbre, tremblante, pâle comme la mort. Martin la contemplait avec une exprimable curiosité. D'un côté, comme il l'eût exprimé dans son langage pittoresque, c'était pour lui des noix de voir cela. Cela lui disait tant de choses, et il commençait à avoir une si grande envie de découvrir des secrets. D'un autre côté, cela lui rappelait ce qu'il avait autrefois ressenti lorsqu'il entendit un merle pleurant sa couvée que Mathieu avait écrasée avec une pierre, et ce n'était point un sentiment de plaisir. Incapable de trouver rien de bien convenable à dire pour la consoler, il commença à chercher en son esprit ce qu'il devait faire. Il sourit. Le sourire de ce jeune garçon donnait une étonnante clarté à sa physionomie. « Eureka !» s'écria-t-il. « Je vais tout réparer à l'instant. Vous êtes mieux maintenant, Miss Caroline. Marchez en avant, » lui dit-il. Sans réfléchir qu'il serait plus difficile pour Miss Elstone que pour lui d'escalader un mur ou de traverser une haie, il la conduisit par une courte traverse qui ne menait à aucune ouverture. La conséquence fut qu'il se trouva obligé de l'aider à franchir de formidables obstacles, et tout en la raillant de sa faiblesse, il éprouvait une vive satisfaction de se sentir utile. « Martin, avant de nous séparer, assurez-moi sérieusement, et sur votre parole d'honneur, que Monsieur Moore est mieux. »« Combien vous pensez à ce Moore ? » ?»« Non, mais beaucoup de ses amis peuvent me demander de ses nouvelles, et je désire pouvoir leur donner une réponse exacte. » « Vous pouvez leur dire qu'il est assez bien, seulement paresseux. Vous pouvez leur dire qu'il mange des côtelettes de mouton à dîner et la meilleure arrowroot pour souper. J'en interceptais un soir un bol au passage et j'en mangeais la moitié. »« Et qui le soigne, Martin ? Qui est auprès de lui ? » ?»« Qui le soigne ? Le grand enfant. Mais une femme aussi ronde et aussi grosse que notre plus gros tonneau, une rude et laide vieille fille. Je ne doute pas qu'elle ne mène près de lui la riche vie. Personne qu'elle ne l'approche. Il est presque dans l'obscurité. Je crois qu'elle lui administre de terribles corrections dans sa chambre. Je colle quelquefois mon oreille au mur lorsque je suis couché, et il me semble que je l'entends le rouer de coups. Il faut voir son poing. Elle tiendrait une demi-douzaine de petites mains comme la vôtre dans une des siennes. Après tout, malgré les côtelettes et les gelées qu'il reçoit, je ne voudrais pas être dans ses souliers. Dans mon opinion, elle mange la plus grande partie de ce qui est servi en haut à Moore, pourvu qu'elle ne l'affame pas. Profond silence et méditation de la part de Caroline, et vigilance rusée de la part de Martin. « Vous ne le voyez jamais, je suppose, Martin ? » ?»« Moi ? Non, et je ne tiens pas à le voir. » Nouveau silence.
N'êtes-vous pas venu à notre maison une fois, avec madame Prior, il y a environ 6 semaines, pour demander après lui, demanda encore Martin. Oui. Je crois que vous désiriez monter auprès de lui. Nous le désirions, nous le sollicitions, mais votre mère nous refusa. Oui, elle refusa. J'entendis tout. Elle vous traita comme elle se plaît à traiter les visiteurs de temps à autre. Elle se conduisit envers vous durement. Elle ne fut pas bienveillante. Car vous savez, Martin, nous sommes parents, et il est naturel que nous prenions de l'intérêt à monsieur Moore. Mais il faut nous quitter ici. Nous voici à la porte de votre père. Eh bien, qu'est-ce que cela fait? Je vous reconduirai jusqu'à la rectorerie. Ils s'apercevront de votre absence. Ils ne sauront pas où vous êtes. Ne vous inquiétez pas de cela. Je suis assez grand pour prendre soin de moi, je suppose. Martin savait qu'il avait déjà encouru la peine d'une réprimande et du pain sec avec son thé. N'importe. La soirée lui avait procuré une aventure. Cela valait mieux que des gâteaux et des rôtis. Il accompagna Caroline à la rectorerie. Pendant le trajet, il promit de voir M. Moore, en dépit du dragon qui gardait sa chambre, et fixa 1 heure du lendemain, à laquelle Caroline devait se rendre dans le bois de Briarmans et avoir des nouvelles du malade. Il la rencontrerait auprès d'un certain arbre. Ce plan ne menait à rien. Cependant, l'idée lui sourit. De retour à Briarmans, le pain sec et la réprimande lui furent dûment administrés, et il fut envoyé au lit de très bonne heure. Il accepta la punition avec le plus ferme stoïcisme. Avant de monter dans sa chambre, il fit une secrète visite à la salle à manger, calme, froide et majestueuse pièce servant rarement, car la famille dînait ordinairement dans le parloir du fond. Il s'arrêta devant la cheminée et éleva sa chandelle vers 2 tableaux placés au-dessus. C'étaient des têtes de femmes. L'une, un type de beauté sereine, heureuse et innocente. L'autre, plus gracieuse, mais triste et désespérée. « Elle ressemblait à celle-là, dit-il, en regardant la dernière image, quand elle sanglotait, et d'une pâleur mortelle s'appuyait contre l'arbre. Je suppose, continua-t-il, lorsqu'il fut dans sa chambre, assis sur le bord de son lit. Je suppose qu'elle est ce qu'ils appellent amoureuse, oui, amoureuse de ce grand objet qui est dans la chambre voisine. Chut! Est-ce que cette Horsfall lui administre une correction? Je m'étonne qu'il ne hurle pas. Cela résonne réellement comme si elle lui était tombée dessus, avec les dents et avec les ongles. Je suppose qu'elle fait le lit. Je l'ai vue le faire une fois. Elle frappe sur le matelas comme si elle le boxait. Chose singulière. Zillah, on la nomme Zillah, Zillah Horsfall est une femme, et Caroline Elstone est aussi une femme. Ce sont 2 êtres de la même espèce, et pourtant, elles ne sont guère semblables. Est-elle jolie fille, cette Caroline? On a plaisir à la regarder. Il y a quelque chose de si clair sur son visage, de si doux dans ses yeux. J'aime qu'elle me regarde, cela me fait du bien. Elle a de longs cils. Leur ombre semble se reposer où elle regarde, et communique la paix et la pensée. Si elle se comporte bien et continue de me plaire comme elle m'a plu aujourd'hui, je pourrais l'en récompenser. J'aime assez la pensée de circonvenir ma mère et cette ogresse de vieille Horsfall. Non que je tienne à faire plaisir à Moore, mais tout ce que je ferai pour lui me sera payé, et en monnaie de mon choix. Je sais quelle récompense je réclamerai. Une récompense désagréable à Moore et agréable pour moi. Il se coucha. Chapitre 8. Les tactiques de Martin. Il fallait, pour la réussite du plan de Martin, qu'il pût demeurer pendant tout le jour à la maison. En conséquence, il ne trouva pas d'appétit pour le déjeuner, et au moment d'aller à l'école, il se plaignit d'un violent mal de cœur qui fit penser qu'au lieu d'aller à l'école de grammaire avec Marc, il valait mieux qu'il demeurât dans le fauteuil de son père, au coin du feu, à lire le journal. Ceci arrangé à sa satisfaction, Marc étant parti pour la classe de M. Sumner, et Mathieu et M. York pour le comptoir, 3 autres exploits, non, 4, restaient à accomplir. Le premier de ces exploits était de réaliser le déjeuner auquel il n'avait pas goûté, et dont son appétit de 15 ans pouvait difficilement se passer.
le second, le troisième, le quatrième, d'éloigner sa mère, Miss Moore et Mistress Horsfall avant 4 heures de l'après-midi. Le premier de ces exploits était le plus pressé, puisque le travail qu'il avait devant lui demandait une masse d'énergie que la vacuité présente de son jeune estomac ne semblait pas vouloir lui fournir. Martin savait le chemin du garde-manger, et il le prit. Les domestiques étaient dans la cuisine, déjeunant solennellement, les portes fermées. Sa mère et Miss Moore prenaient l'air sur la pelouse, discutant sur la fermeture de ces portes. Martin, en sûreté dans le garde-manger, faisait son choix dans les provisions. Si son déjeuner avait été retardé, il voulait au moins qu'il fût recherché. Il lui semblait qu'une variante sur sa chair usuelle et insipide de pain et de lait était à la fois juste et désirable. Il pensait que le savoureux et le salutaire pouvaient être combinés. Une provision de pommes rosées, placée sur de la paille, garnissait une tablette. Il en prit 3. Il y avait de la pâtisserie sur un plat. Il choisit un gâteau feuilleté aux abricots et une tarte aux prunes de Damas. Le pain ordinaire n'attirait pas son œil, mais il regardait avec plaisir quelques gâteaux à thé au raisin de Corinthe et condescendit à en choisir un. Grâce à son couteau, il put s'approprier une aile de poulet et une tranche de jambon. Il pensa qu'un morceau de pudding froid s'harmonierait avec ces articles, et ayant fait cette addition à ses provisions, il se précipita dans le corridor. Il en avait parcouru la moitié. 3 pas le séparaient du port, ou plutôt, du parloir du fond, où il allait se trouver en sûreté quand la porte d'entrée s'ouvrit, et Mathieu se dressa devant lui. Mieux eût aimé Martin voir le diable en personne, avec son attirail de cornes, de queues et de pieds fourchus. Mathieu, sceptique et railleur, n'avait pas voulu ajouter foi au subit mal de cœur. Il avait murmuré quelques mots, parmi lesquels on avait distinctement entendu ceux d'imposteur. La vue de son frère s'installant dans la chaise de son père et lisant le journal avait paru l'affecter d'un spasme mental. Le spectacle qu'il avait maintenant devant les yeux, les pommes, les tartes, les gâteaux à thé, la volaille, le jambon et le pudding, ne donnait que trop raison à la bonne opinion qu'il avait de sa sagacité. Martin demeura interdit pendant 1 minute, un instant, mais il ne tarda pas à se remettre. Avec la vraie perspicacité des âmes d'élite, il vit à l'instant comment il pourrait tirer avantage de ce qui, à première vue, semblait un fâcheux contretemps. Il vit comment il pourrait en profiter pour accomplir sa deuxième tâche, se débarrasser de sa mère. Il savait qu'une collision entre lui et Mathieu ne manquait jamais de donner à Mistress York une attaque de nerfs. Il savait aussi que d'après ce principe que le calme succède à l'orage, après une matinée de spasmes nerveux, sa mère ne manquerait pas de passer l'après-midi au lit. Cela l'arrangeait parfaitement. La collision eut conséquemment lieu dans le corridor. Un rire sec, un insultant sarcasme, une méprisante provocation, accueillis par une nonchalante mais cruelle réplique, furent le signal du combat. Ils se ruèrent l'un sur l'autre. Martin, qui ordinairement faisait peu de bruit en ces occasions, en fit beaucoup cette fois. Les domestiques, Mistress York, Miss Moore, accoururent. Aucune main de femme ne put les séparer, et on appela M. York. « Mes fils, dit-il, l'un de vous devra quitter mon toit si cela se renouvelle. Je ne veux voir ici aucune lutte entre Abel et Caïn. » Martin alors se laissa enlever. Il avait été blessé. Il était le plus jeune et le plus faible. Il était tout à fait froid et nullement en colère. Il souriait même, content de voir accomplie la plus difficile partie de la tâche qu'il s'était imposée. Une fois, il sembla indécis dans le cours de la matinée. « Cela ne vaut pas la peine que je me tourmente pour cette Caroline, dit-il. Mais un quart d'heure après, il était de nouveau dans la salle à manger, regardant la tête aux cheveux épars et aux yeux troublés par le désespoir. « Oui, dit-il, je l'ai fait pleurer, frissonner, presque s'évanouir. Je veux la voir sourire avant d'en finir avec elle. D'ailleurs, il faut que je joue toutes ces femelles. » Aussitôt après le dîner, Mistress York accomplit les prévisions de son fils en se retirant dans sa chambre. Il ne restait plus qu'Hortense. Cette lady était confortablement assise à raccommoder des bas dans le parloir du fond, quand Martin, étendu sur le sofa,
il se disait toujours indisposé, quittant un livre qu'il était en train de lire avec toute la voluptueuse nonchalance d'un jeune pacha, dit avec indifférence quelques mots sur Sarah, la servante de Hollow. Il insinua adroitement que cette demoiselle passait pour avoir 3 amoureux, Frédéric Murgatroyd, Jeremy Pighills et un certain John, et que Miss Mann avait affirmé que cette fille, depuis qu'elle était seule gardienne du cottage, les invitait souvent au repas, et les traitait avec tout le confortable dont la maison était susceptible. Il n'en fallait pas davantage. Hortense n'eût pu demeurer 1 heure de plus sans se porter sur les lieux où s'accomplissaient de telles horreurs et voir les choses par ses yeux. Mistress Horsfall resta seule. Martin, maître de la place, prit dans la corbeille à ouvrage de sa mère un trousseau de clés avec lesquelles il ouvrit le buffet. Il en retira une bouteille noire et un petit verre qu'il plaça sur la table. Puis il monta lestement au premier étage et frappa à la porte de la chambre de M. Moore que la garde-malade vint ouvrir. « S'il vous plaît, madame, vous êtes invitée à descendre par Loire pour prendre quelques rafraîchissements. Vous ne serez pas troublée. Toute la famille est sortie. » Il la vit descendre. Il la vit entrer. Lui-même ferma la porte. Il saisit son bonnet et courut vers le bois. Il n'était alors que 3h30. La matinée avait été belle, mais le ciel s'était assombri. Il commençait à neiger et le vent était glacial. Le bois avait un air triste, les vieux arbres étaient terribles à voir. Cependant, Martin était content de trouver cette ombre sur son chemin. Il trouvait un charme dans l'aspect des vieux chênes qui ressemblaient à des spectres. Il dut attendre. Il se promena de long en large pendant que les flocons de neige tombaient plus serrés. Le vent, qui auparavant pleurait, hurlait alors d'une façon lamentable. « Elle est bien longtemps à venir, » murmurait-il en regardant le long de l'étroit sentier. « Je ne sais, » se disait-il, « pourquoi je désire si fort la voir. Elle ne vient pas cependant pour moi, mais j'ai un pouvoir sur elle et j'ai besoin qu'elle vienne, afin que je puisse exercer ce pouvoir. » Il continua sa promenade. « Si elle manque de venir, » reprit-il après un instant, « je la haïrai, je la mépriserai. » 4 heures sonnèrent. Il entendit au loin l'horloge de l'église. Un pas si vif, si léger, que sans le bruit des feuilles on l'eût à peine entendu sur le sentier du bois, mit fin à son impatience. Le vent soufflait furieusement alors, et la neige tombait d'une façon effrayante. Mais néanmoins, elle venait, et sans crainte. « Eh bien, Martin, » dit-elle avec empressement, « comment va-t-il » ? C'est étrange comme elle pense à lui, se dit Martin. La neige et le froid ne lui font rien, je crois. Cependant, ce n'est qu'une enfant, comme dirait ma mère. Je voudrais avoir un manteau pour l'envelopper dedans. Plongé ainsi dans ses réflexions, il négligea de répondre à Miss Elstone. « Vous l'avez vu ?»« Non. »« Oh, vous m'aviez promis que vous le verriez. »« Je crois pouvoir faire pour vous mieux que cela. Ne vous ai-je pas dit que je ne me souciais pas de le voir ? Mais maintenant il se passera si longtemps avant que j'apprenne quelque chose de certain sur lui. Et l'incertitude me rend malade. Martin, voyez-le, je vous prie. Assurez-le de l'intérêt que lui porte Caroline Elstone. Dites-lui qu'elle désirerait savoir comment il était, et si elle pouvait faire quelque chose pour lui. Je ne ferai pas cela. Vous êtes changé ? Vous étiez si bienveillant hier soir ? Venez. Nous ne devons pas demeurer dans ces bois. Il fait trop froid. Mais avant de m'en aller, promettez-moi de revenir demain avec des nouvelles. Je ne promets pas des choses semblables. Je suis d'une santé beaucoup trop délicate pour promettre et tenir de tels engagements dans la saison d'hiver. Si vous saviez quel mal j'avais dans la poitrine ce matin, et comme je me suis passé de déjeuner, et j'ai été rossée par-dessus le marché, vous sentiriez combien il est imprudent de me faire venir ici dans la neige. Êtes-vous vraiment maladif, Martin ? Est-ce que je n'en ai pas l'air ? Vous avez les joues roses ? C'est la fièvre. Voulez-vous venir, oui ou non ? Où ? Avec moi ? J'ai été un fou de ne pas apporter un manteau. Je vous aurais empêché de grelotter. Vous retournez chez votre mère ? Mon chemin est dans la direction opposée. Mettez votre bras sous le mien, je prendrai soin de vous. Mais le mur, la haie, c'est si difficile à escalader, et vous êtes trop jeune et trop faible pour m'aider sans vous blesser. Vous passerez par la porte. Mais
Mais, voulez-vous, oui ou non, vous confier à moi? Elle le regarda dans les yeux. Je crois que oui, dit-elle. Tout, plutôt que de m'en retourner dans l'anxiété où je suis venue. Je ne puis répondre de cela. Je vous promets cependant ceci. Laissez-vous diriger par moi, et vous verrez Moore vous-même. Moi-même? Vous-même? Mais cher Martin, sait-il? Ah, je suis chère maintenant. Non, il ne sait pas. Et votre mère? Et les autres? J'ai songé à tout. Caroline tomba dans un long accès de rêverie silencieuse, mais elle marcha cependant avec son guide. Ils arrivèrent en vue de Briarmans. « Avez-vous pris votre parti » demanda-t-il. Elle garda le silence. « Décidez-vous. Nous sommes juste sur les lieux. Je ne veux pas le voir, je vous le dis, excepté pour lui annoncer votre arrivée. »« Martin, vous êtes un singulier garçon, et ceci est une étrange démarche. Mais tout ce que j'éprouve est, et a été depuis longtemps étrange. Je le verrai. Vous n'hésiterez pas, ni ne vous rétracterez? Non? Nous y voici donc. N'ayez pas peur en passant devant la fenêtre du parloir. Personne ne vous verra. Mon père et Mathieu sont à la fabrique, Marc est à l'école, les servantes sont à la cuisine, Miss Moore est au cottage, ma mère est dans son lit, et Mistress Horsfall en paradis. Voyez, je n'ai pas besoin de sonner, j'ouvre la porte. Le corridor est vide, l'escalier tranquille et aussi la galerie. La maison entière et ses habitants sont sous un enchantement que je ne romprai que lorsque vous serez partis. Martin, j'ai confiance en vous. Jamais vous n'avez dit une meilleure parole. Laissez-moi prendre votre châle. J'en secouerai la neige et le ferai sécher. Vous avez froid et vous êtes mouillé. Ne vous inquiétez pas de cela. Il y a du feu là-haut. Êtes-vous prête? Oui. Suivez-moi. Il laissa ses souliers sur le paillasson et monta l'escalier pieds nus. Caroline se glissa auprès de lui d'un pas léger. Il y avait une galerie, puis un passage. Au bout de ce passage, Martin s'arrêta devant une porte et frappa. Il fut obligé de frapper 2, et même 3 fois. Une voix connue de l'une des 2 personnes présentes dit à la fin. « Entrez. » Le jeune garçon entra lestement. « Monsieur Moore, une lady est venue demander de vos nouvelles. Aucune des femmes n'était là. C'est jour de lessive, et les servantes sont plongées dans l'eau de savon jusque par-dessus la tête dans la cuisine. Alors je lui ai dit de monter ici. »« Ici, monsieur ?»« Oui, ici. Mais si vous vous y opposez, elle en sera quitte pour redescendre. »« Est-ce ici un endroit pour recevoir une dame? Et suis-je moi-même en état de la recevoir? Absurde gardement. »« Non. Ainsi je vais l'emmener. »« Martin, vous allez rester ici. Qui est-elle? »« Votre grand-mère de ce château sur le Scheldt dont parle Miss Moore. »« Martin, dit un doux murmure derrière la porte. Ne plaisantez pas. Est-elle là? Demanda Moore avec empressement. Il avait saisi un son confus. Elle est là, près de s'évanouir. Elle se tient debout sur le paillasson, choquée de votre manque d'affection filiale. Martin, vous êtes quelque chose de malfaisant, qui tient du démon et du page. À qui ressemble-t-elle? Plus à moi qu'à vous, car elle est jeune et belle. Vous allez la faire avancer, entendez-vous? Venez, Miss Caroline. Miss Caroline, répéta Moore. Et lorsque Miss Caroline entra, elle fut rencontrée au milieu de la chambre par un personnage grand, maigre et portant les traces de la maladie, qui lui prit les 2 mains. « Je vous donne un quart d'heure, dit Martin en se retirant. Pas plus. Dites-vous ce que vous avez à vous dire pendant ce temps. Jusqu'à ce qu'il soit écoulé, j'attends dans la galerie. Personne ne pourra approcher. Je veillerai sur votre sûreté. Si vous persistiez à vouloir rester plus longtemps, je vous abandonnerai à votre sort. » Il ferma la porte. Dans la galerie, il était aussi fier qu'un roi. Jamais il ne s'était trouvé engagé dans une aventure qui fût autant de son goût, car jamais aventure ne lui avait donné autant d'importance, ou ne lui avait inspiré autant d'intérêt. « Vous êtes enfin venu, » dit l'homme maigre en regardant sa visiteuse avec ses yeux caves. « M'attendiez-vous auparavant ?
pendant 1 mois, près de 2 mois. Nous avons été bien près l'un de l'autre, et j'ai passé de longues heures de souffrance, de danger, de misère, Carrie. Je ne pouvais venir. Ne pouviez-vous venir? Mais la rectorerie et Briarmans sont très rapprochés. Il n'y a pas 2000 de distance. Il y avait de la peine, il y avait du plaisir sur la figure de la jeune fille en entendant ces reproches. Il lui était doux, il lui était amer de se défendre. Quand je dis que je ne pouvais venir, je veux dire que je ne pouvais vous voir, car je vins avec maman le jour même où nous apprîmes l'accident qui était arrivé. Monsieur McTurk nous dit qu'il était impossible d'admettre aucun étranger. Mais depuis, chaque bel après-midi de ces semaines passées, j'ai attendu et j'ai écouté. Quelque chose, là, Carrie, appuyant sa main sur sa poitrine, me disait qu'il était impossible que vous m'eussiez oublié. Non que je mérite d'occuper vos pensées, mais nous sommes de vieilles connaissances, nous sommes cousins. Je vins de nouveau, Robert. Maman et moi vînmes de nouveau. Est-ce vrai? Allons, j'aime à entendre cela. Puisque vous êtes venus de nouveau, nous allons nous asseoir et causer de cela. Ils s'assirent. Caroline approcha sa chaise de la sienne. L'air était en ce moment obscurci par la neige. Un vent glacial la chassait avec fureur. Le couple n'entendit point le long sifflement du vent, et ne vit point le blanc fardeau qu'il poussait devant lui. Chacun d'eux ne semblait s'apercevoir que d'une chose, de la présence de l'autre. Ainsi, maman et vous êtes venus une seconde fois. Et Mistress York nous a traités étrangement. Nous demandâmes à vous voir. Non, dit-elle, pas dans ma maison. Je suis à présent responsable de sa vie. Elle ne sera pas compromise pour une demi-heure d'inutile bavardage. Mais je ne dois pas vous rapporter tout ce qu'elle nous a dit. C'était très désagréable. Cependant, nous revînmes encore, maman, Miss Kildare et moi. Cette fois, nous pensions devoir l'emporter, étant 3 contre 1, et ayant Shirley de notre côté. Mais Mistress York ouvrit une telle batterie. Moore sourit. Que dit-elle? Des choses qui nous étonnèrent. Shirley se mit enfin à rire. Je pleurais. Maman était sérieusement contrariée. Nous fûmes toutes 3 expulsées du champ de bataille. Depuis ce temps, je me suis contentée de passer devant la maison, 1 fois par jour, pour avoir la satisfaction de regarder à votre fenêtre, que je pouvais distinguer à cause des rideaux qui étaient tirés. Je n'osais réellement pas entrer. Je vous ai désiré, Caroline. Je ne savais pas cela. Je n'ai jamais songé un instant que vous pensiez à moi. Si j'avais seulement pu imaginer cette possibilité, Mistress York vous eût encore mise à la porte. Oh que non! J'aurais employé le stratagème. Si la persuasion m'eût fait défaut, je serais venue à la porte de la cuisine, les servantes m'auraient laissé entrer, et je serais montée droit à l'étage supérieur. Dans le fait, c'était bien plus la crainte de l'intrusion, la crainte de vous-même qui me retenait, que la crainte de Mistress York. Seulement, hier soir, je désespérais de vous voir jamais. La faiblesse avait produit sur moi un terrible découragement. Et vous étiez seule? Pis que seule. Mais vous devez aller mieux, puisque vous pouvez quitter votre lit. Je ne sais si je vivrai. Je ne vois rien de possible, après un tel épuisement, que le dépérissement. Vous retournerez à Hollow. La tristesse m'y accompagnerait. Rien de gai ne m'approche. Je veux changer cela. Il faut que cela soit changé. Fallut-il lutter pour cela contre 10 Mistress York? Carrie, vous me faites sourire. Souriez? Souriez encore. Faut-il vous dire ce que j'aimerais? Dites-moi tout. Seulement continuez de causer. Je suis comme Saul, faute de musique, je périrais. J'aimerais à vous voir transporté à la rectorerie et confié à mes soins et à ceux de maman. Précieux cadeau. Je n'ai pas ri une seule fois depuis qu'ils m'ont voulu assassiner. Souffrez-vous, Robert? Pas beaucoup maintenant. Mais je suis ordinairement faible, et mon esprit est singulièrement sombre, vide et impuissant. Ne lisez-vous pas tout cela sur mon visage?
Je ressemble à un vrai fantôme. Vous êtes changé, oui. Et cependant, je vous eusse reconnu partout. Mais je comprends vos sentiments. J'ai éprouvé quelque chose de pareil. Depuis que nous ne nous sommes vus, moi aussi j'ai été très malade. Très malade? Je croyais que j'allais mourir. L'histoire de ma vie me semblait achevée. Chaque nuit, juste à l'heure de minuit, j'avais coutume de m'éveiller, après de terribles rêves. Et le livre était là, ouvert devant moi, à la page où se trouvait écrit le mot « fin ». J'avais d'étranges pensées. Vous parlez d'après ma propre expérience. Je croyais que je ne vous reverrais plus, et j'étais devenue si maigre, aussi maigre que vous êtes en ce moment. Je ne pouvais rien faire par moi-même, ni me lever, ni me coucher, et je ne pouvais manger. Cependant, vous voyez que je suis mieux. Consolatrice, triste et douce. Je suis trop faible pour exprimer ce que je sens, mais pendant que vous me parlez, je sens là quelque chose. Je suis ici, à votre côté, où je pensais ne me retrouver jamais. Ici je vous parle, je vous vois m'écouter avec plaisir, me regarder avec bienveillance. Est-ce que je comptais sur cela? Je désespérais. Moore poussa un soupir profond, presque un gémissement. Il couvrit ses yeux de sa main. Puissais-je être épargné pour faire quelque expiation? Telle était sa prière. Et pourquoi? Nous ne toucherons pas à ce sujet maintenant, Carrie. Faible comme je le suis, je n'ai pas le pouvoir d'aborder une telle question. Mistress Prior était-elle avec vous pendant votre maladie? Oui. Caroline sourit joyeusement. Vous savez quelle est ma mère? Je l'ai appris. Hortense me l'a dit. Mais je veux aussi apprendre cette histoire de votre bouche. Ajoute-t-elle à votre bonheur? Quoi? Maman? Elle m'est chère. Je ne puis dire combien elle m'est chère. J'étais toujours abattue. Elle m'a toujours soutenue. Je mérite d'apprendre cela en un moment où je puis à peine porter ma main à ma tête. Je le mérite. Ce n'est pas un reproche contre vous? Ce sont des charbons ardents amoncelés sur ma tête. Il en est de même de chaque mot que vous m'adressez, de chaque regard qui illumine votre doux visage. Approchez-vous encore plus près, Lina, et donnez-moi votre main, si mes doigts maigres ne vous font pas peur. Elle prit ses doigts décharnés dans ses deux petites mains. Elle baissa la tête et les effleura de ses lèvres. Moore était très ému. Une ou deux grosses larmes coulaient sur ses joues creuses. Je veux garder ces choses-là dans mon cœur, Carrie. Je veux mettre à part ce baiser, et vous en entendrez parler quelques jours. Sortez! S'écria Martin, ouvrant la porte. Venez vite! Vous avez eu 20 minutes au lieu d'un quart d'heure. Elle ne va pas encore partir, petit drôle. Je n'ose rester plus longtemps, Robert. Pouvez-vous promettre de revenir? Non, elle ne le peut pas, répondit Martin. La chose ne doit pas dégénérer en habitude. Je ne peux pas me donner cette peine-là. C'est fort bien pour une fois, mais je ne veux pas que cela se répète. Vous ne voulez pas que cela se répète? Chut! Ne le vexez pas. Nous n'aurions pu nous voir aujourd'hui sans lui. Mais je reviendrai, si c'est votre désir que je revienne. C'est mon désir, mon seul désir, presque le seul désir que je puisse éprouver. Venez à l'instant. Ma mère a toussé, elle s'est levée et vient de poser ses pieds sur le parquet. Qu'elle vous surprenne seulement sur l'escalier, Miss Caroline. Vous n'avez pas le temps de lui dire au revoir. S'avançant entre elle et Moore. Il faut marcher. Mon châle, Martin. Je l'ai. Je vous le mettrai lorsque vous serez dans le vestibule. Il les força de se séparer. Il ne voulut permettre d'autres adieux que ceux des regards. Il porta à moitié Caroline en bas de l'escalier. Dans le vestibule, il enveloppa de son châle, et si le pas de sa mère, qui se faisait entendre dans la galerie, et un sentiment de timidité, la noble et naturelle impulsion de son jeune cœur, ne l'eussent retenu en arrière, il eût réclamé sa récompense. Il eût dit « Maintenant, Miss Caroline, pour tout cela, donnez-moi un baiser. » Mais avant que les paroles fussent tombées sur ses lèvres, elle était sur la route,
plutôt effleurant que traversant la neige. Elle est ma débitrice, et je serai payé, dit-il. Il se flattait que c'était l'occasion, non l'audace, qui lui avait manqué. Il se jugeait mal, et s'estimait un peu moins qu'il ne valait. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog lecture sur Shirley de Charlotte Brontë, la deuxième partie. On a bien avancé. On a lu juste le chapitre 7. Je fais en fait le vlog lecture maintenant parce que j'ai plus beaucoup de batterie. Donc comme ça c'est fait et je lirai le chapitre 8 peut-être demain ou enfin dans la semaine. Parce que j'ai un petit peu d'avance. Donc on sait que Robert Moore a survécu. On sait que Robert Moore a été sauvé par York qui l'a raccompagné chez lui et que York, monsieur et madame York, s'en occupe très fort pour qu'il survive et que il s'en occupe vraiment bien, il a l'air d'avoir fourni un chirurgien, personne n'a le droit d'aller le voir, ce que je trouve quand même gonflé de madame York, mais bon, si vous vous souvenez bien, madame York, c'est une femme qui avait, il me semble, deux grands garçons qui sont toujours plus ou moins en train de se disputer, deux filles qui avaient 8-10 ans à peu près, là il y avait la Rose, qui avait pas mal discuté avec Caroline, je crois bien, pas Shirley. Et elle avait aussi un bébé. Et c'est la femme en fait avec qui Caroline s'est disputée alors qu'elles étaient peut-être chez Madame York, je sais plus exactement où, mais c'est une femme qui était désagréable et qui disait à Caroline qu'elle utilisait ses charmes pour charmer les hommes et compagnie, enfin bref, qu'elle était frivole, ce qui n'était pas du tout le cas. Et du coup, Caroline s'était disputée avec elle. Et sûrement encouragée en fait par le changement de son caractère, parce qu'elle avait pris un petit peu de Shirley. Et donc, est-ce que c'est pas une espèce de petite vengeance de la part de Madame York de repousser Caroline et qu'elle ne voit pas Moore? Parce qu'il me semble bien que Madame York, elle pensait que Caroline essayait de charmer Robert, je crois. Hein. Mais alors qu'elle n'est pas vraiment sur ce registre-là. C'est pas le registre du flirt ou de choses qui ne se font pas quelque part. Alors, la description de la garde malade, elle est assez terrible. Avec le gosse qui pense que Robert il est battu par Madame Horsfall. Donc c'est pas comme un horse cheval, c'est horse tout court. H-O-R-S-F-A-2-L. Et il y avait, d'ailleurs, je crois bien qu'il y avait déjà une Zilla servante dans les Hauts de Hurlevent. Le sachiez-vous. Mais bref. J'aime bien aussi la description de comment ça fonctionnait au niveau médical avec le chirurgien, son fils qui est chirurgien de remplacement presque, qu'il doit former, son apprenti, le fait qu'il arrose un peu toutes les femmes en disant de toute façon elles savent à rien et tout ce à quoi elles sont bonnes, c'est de m'obéir moi parce que moi j'ai raison. Il a l'air très gentil ce monsieur. Et par contre, Caroline habillée tout en noir, elle portait déjà le deuil en fait ou pas? Enfin la pauvre quoi. Enfin elle pense vraiment qu'il est mort, mais franchement le gosse tête à claque, sans déconner. Enfin, on fait pas des plaisanteries sur la santé ou la mort des gens. Enfin, sur la mort des gens quand ils sont pas en bonne santé. Parce que du coup, ça fait flipper tout le monde et du coup, la pauvre, elle a flippé. Donc franchement, sale gosse. Euh, Ouais, franchement, là, je trouve qu'elle a été quand même patiente et gentille. Je sais plus exactement quel âge ils ont, ces gamins là, Martin et Mathieu. Il me semble qu'ils ont plus autour de 10-12 ans. C'est pas des ados. C'est pas comme Henry, par exemple, Henry Simpson, le cousin de Shirley, qui a une quinzaine d'années, qui est plus posé. Là, c'est plutôt des gamins de 10-12 ans. Et je crois que les filles étaient un peu plus jeunes, il me semble.
Donc voilà, je vais m'arrêter là parce que j'ai plus beaucoup de batterie, comme je vous l'ai dit. Ouais, il m'en reste que 14%, là, il est temps d'aller le remplir, enfin d'aller le brancher. Et ben, je vous souhaite tout de suite pour la suite, pour le chapitre 8. Bonjour et bienvenue dans la deuxième partie de ce vlog lecture sur, cette fois-ci, le chapitre 8 de Shirley, de Charlotte Brontë. Donc, on a enfin Charlotte. On a enfin Caroline qui peut voir Robert. Et il y a bien des choses qui... J'ai trouvé le truc assez intéressant. Après, je trouve que ça digresse pas mal parce qu'au final, le fait que Martin, il a plus ou moins un béguin sur Caroline, qu'il l'a fait marcher, qu'il veut un peu s'imposer, c'était pas vraiment nécessaire en fait. Caroline, je pense elle aurait pas du tout pu s'imposer à elle et passer en fait par les servantes parce que je pense qu'elle n'aurait pas osé. Sauf si vraiment ça traînait beaucoup et qu'elle était très inquiète et qu'elle n'avait pas de nouvelles de Robert. Mais je me souviens même plus pourquoi Mistress York, elle fait le... Je pense elle l'empêche... Elle empêche Robert de rencontrer Caroline et inversement parce que pour elle, Caroline essaye de séduire Robert. Du style, oui, ah, lui il a plus d'argent, donc il serait trop bien pour moi qui suis pauvre, en gros. Sauf qu'il y a une vraie histoire d'amour. Je l'ai trouvé assez touchant d'ailleurs, Robert. Et bon, alors on ne sait pas exactement. Enfin, il s'est pris une balle, il a été opéré. Ça fait un mois et demi, presque 2 mois. Donc il est décharné, mais il commence à se lever, donc ça va mieux. Il a l'air quand même un peu faiblard encore. Mais à l'époque, je pense que niveau hygiène, salle d'opération, tout ça, hygiène, c'était pas trop ça. Antibio, qu'est-ce que c'est? Il y avait peut-être à peine la pénicilline et il y avait peut-être à peine les débuts de l'anesthésie avec le laudanum. Je sais pas s'il y avait beaucoup plus que ça, à part le faire picoler à mort pour l'opérer, quoi, mais je vois pas en fait comment il pouvait se soigner. Je connais pas très bien après, mais je sais que dans The Artful Dodger, ou Le Renard, c'est une série télé qui est sur... une suite d'Oliver Twist. Je connais pas bien moi l'histoire d'Oliver Twist, hein. Donc c'est de Dickens et en gros c'est un groupe de gamins de gamins des rues de Londres qui a été déporté peut-être bien en Australie parce que justement ils ont fait des conneries et qu'ils ont été arrêtés, etc. Et le renard, c'est un gamin qui est devenu médecin. Il est devenu médecin en Australie et en fait il rencontre une nana qui est peut-être la fille du gouverneur ou quelque chose comme ça, donc pas du tout la même classe sociale. Et cette fille-là, elle veut étudier pour devenir aussi médecin ou chirurgienne, sauf que c'est une femme, pas de bol. Et il me semble qu'il y a... un, deux, trois, on commence tout juste à voir les débuts avec eux de l'hygiène, au moins l'hygiène des mains et des instruments et peut-être de... On n'est pas sur de la stérilisation, mais de l'ensemble, mais on est sur un début d'hygiène et il y a le début justement des, des anesthésies avec sans doute le laudanum. Je sais pas s'il y avait autre chose. Il y a la saison 2 qui est sortie si vous avez envie de regarder. C'est vraiment sympa. C'est une série qui est vraiment très sympa. Et cette histoire aussi de début d'hygiène et de début d'anesthésie, on l'a aussi dans Outlander avec Claire Fraser qui est d'abord infirmière. Bon après, avec elle, on a la triche entre guillemets. C'est une infirmière de la Seconde Guerre mondiale qui se retrouve 150 ans avant en Écosse, puis en Amérique. Et quand elle est en Amérique, il me semble bien que elle a déjà fait son aller-retour à son époque et elle est devenue chirurgienne. Donc chirurgienne des années 60, bonne fin de 60-70, je pense. Donc c'est quelqu'un qui est quand même une tronche et qui a des compétences médicales certaines. Et donc, elle avait commencé à cultiver sa pénicilline en Amérique et elle avait commencé aussi à travailler sur des anesthésiants. Je crois que c'était l'éther.
parce que je crois que la difficulté avec l'éther, c'est que c'était hautement inflammable. Mais bref, tout ça pour dire que notre pauvre petit Robert, enfin notre pauvre grand gaillard de Robert, il a l'air d'avoir quand même un chirurgien, un médecin qui n'est pas un boucher, parce que les chirurgiens de l'époque, en gros, à part amputer à vif, et c'était pas terrible. Et on a un petit peu aussi le début de la médecine dans Paul Dark. C'est à la fin de la milieu de première saison, il y a un médecin plus moderne qui arrive, qui lui ne fait pas de saignée ni de sangsue. Parce que les médecins de la Cambrousse, comme ça, qui ne soignent que les riches qui ont du pognon et pas les mineurs qui n'ont pas de pognon, en gros, ils ne jurent que par des saignées et des sangsues. Et bref, le nouveau, l'ami de Paul Dark, c'est un médecin militaire et qui a des compétences et qui est plus sur une médecine moderne par rapport aux autres qui sont sur des... Ils sont médecins parce qu'ils sont médecins, quoi, mais pas plus que ça. Mais ouais, tout ça pour dire que Robert, il a dû quand même sacrément chier et qu'il devait avoir de sacrés... un sacré bon système immunitaire. Parce que bah, sinon, quid, quoi. Parce que une balle, c'est quand même un corps étranger, pas propre, qui traverse votre corps dans une époque où l'hygiène, c'est pas trop... on ne sait pas trop ce que c'est. On ne sait pas ce que c'est les microbes, les parasites et tout. Si le parasite peut-être un peu, mais bref. Donc Robert, il a eu chaud aux fesses. Et j'étais un peu frustrée par le fait que Martin les a coupés assez vite. Ce qui fait qu'il n'a pas pu trop échanger plus que ça avec elle, avec Caroline, sur la propre maladie de Caroline. Ce qui fait qu'ils se sont juste fait coucou. Donc là, je pense qu'ils sont un peu en train de confirmer que l'autre est très attaché. Et que, enfin, de raviver les sentiments et compagnie. De se rassurer sur l'état de l'un et de l'autre. Mais je sais pas, là ce qu'il faudrait, c'est que Robert, il se barre de là. Je vois pas ce qu'il a à foutre encore chez les York. Parce que en plus, il a pas l'air, il a l'air d'être proche de la rectorerie, donc Elstone, je pense qu'il pourrait tout à fait l'accueillir. Et même s'il est pas très vaillant, enfin, en gros, on le fout dans une calèche et zoup. Enfin, ça se fait, quoi. Il est pas alité. Et par contre, ouais, le truc que j'ai trouvé assez drôle, c'est le fait que Martin, il a tout imaginé son truc. Mais vraiment sale gosse, hein, Martin. Par rapport à Henri. Henri, c'est le cousin de Shirley, si vous vous souvenez. Le petit boiteux qui est un peu maladif et qui est gentil, qui fait un peu naïf. Martin, il est insupportable garnement, je crois, a dit Monsieur Moore. Mais ouais, il est méchant en fait. Il est manipulateur. Il fait les choses pour obtenir quelque chose en retour. Il est vraiment pas cool. En plus, il s'est foutu sur la gueule avec son frère. Ouais, je suis pas très fan de ce gosse-là. Je suis un peu à me demander, mais qu'est-ce qu'il va devenir ce gamin-là, quoi, à l'âge adulte. Mais bref, voilà. Ben, il reste. Alors, pour tout vous dire, là, on va être à la page 169 sur 213, donc vous voyez, ça va vite. Donc il restera 9, 10 et 11, 12. La semaine prochaine, ça va être assez court parce que si je calcule à peu près bien, on est sur 16 pages. Par contre, pour l'épisode de fin, on va être sur quelque chose de plus long parce que là, on est sur quasiment 40 pages, si je calcule bien. Ouais, je calcule bien. Et là, on est à 79% de la partie 2, donc 79% de la petite moitié. Je vous souhaite un très bon dimanche. Mercredi prochain, je tourne en avance, donc je sais plus exactement. Peut-être il y aura eu le truc sur Jaworski, ou peut-être sur 2-3 romans auto-édités qui sont dans des genres littéraires très différents. Il y aurait une romance, un fantasy et une romance thriller cannibale qui a l'air très fun. J'ai à peine commencé à lire un d'entre eux.
Très bon dimanche à vous. À tout bientôt. Lisez tout plein, rêvez tout grand. Salut!